Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette conférence. Vous avez noté qu'on était dans un contexte mode silence. Est-ce que vous m'entendez à travers le casque? Est-ce que vous êtes tous sur le bon canal? Ça a l'air de marcher au fond. Ouais, merci pour vos petits gestes. Pour les autres, je vous laisse le soin de mettre le casque si la voix porte pas assez. Le principe, c'est de pouvoir tenir plusieurs conférences côte à côte. Je suis très heureux au nom de Kaufmann & Broad de vous accueillir pour cette conférence qu'on a souhaité extrêmement concrète et dédiée à la description de 3 leviers, parmi d'autres, pour décarboner l'immobilier, l'impact environnemental du projet urbain, du projet immobilier. Je suis Bertrand Hérault, directeur de la RSE et de l'innovation Kaufmann & Broad, et j'ai plaisir à accueillir Bruno Flinois de Clem, Zélie Perrin du Booster du Réemploi et Charles-Antoine Raclé de la société E.ON. Pour introduire cette conférence, en fait, je vous soumets simplement ce graphique, peut-être que certains le connaissent. Il représente l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc c'est à peu près la mienne, à peu près la vôtre, sans la représenter totalement exactement. Mais ça permet d'indiquer et de situer les thématiques sur lesquelles nous allons zoomer et développer les solutions concrètes que l'on développe sur l'immobilier neuf. Notre impact carbone individuel, il découle de nos modes de vie, la manière dont nous nous déplaçons, ce que nous mangeons, le sujet de l'alimentation, la manière dont on se loge, là on peut deviner qu'il y a un sujet très connexe à l'immobilier, et puis les achats et ce qui permet au pays, à la nation de fonctionner à travers les dépenses publiques. Nous allons zoomer sur une première thématique qui présentera des compléments ou alternatives à la pratique de la voiture individuelle pour apporter une proposition de solution concrète sur le sujet de la mobilité et en particulier dans l'immobilier et l'immobilier neuf. Et puis nous zoomerons ensuite sur 2 parties, le sujet construction, et nous découvrirons comment des matériaux de réemploi trouvent une seconde vie dans des immeubles neufs. Et puis enfin, nous aborderons le sujet énergétique qui constitue également une part importante des émissions de CO2 liées à nos utilisations moyennes de l'immobilier. 3 leviers pour décarboner l'immobilier. Ces 3 leviers, ça va être de découvrir des actions concrètes sur les thématiques de la mobilité, des matériaux et des systèmes énergétiques bas carbone. Pour le premier thème, je vais donner la parole à Bruno Flinois. Vous impliquez dans la mise en place de solutions d'électromobilité partagées depuis plus de 15 ans en tant que président et fondateur de la société Clem. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le métier de Clem Mobilité? Donc, bonjour, merci Bertrand. Donc effectivement, je représente Clem pour Clean Mobility ou les clés de la mobilité et notre sujet c'est de décarboner la mobilité individuelle. Donc on existe depuis 13 ans. Je me permets de revenir sur le slide d'avant que évidemment j'ai adoré puisque enfin un slide qui met en avant la consommation bilan carbone lié à l'automobile individuelle. Donc dans la mobilité qui représente 33% des émissions, 50% des émissions de cette mobilité sont liées à la mobilité individuelle. Donc s'attaquer à la mobilité individuelle en proposant de la décarboner, ce n'est pas un gadget et de plus en plus, je vois que sur les slides c'est mis en avant, donc merci beaucoup. C'est une réalité et tout ce qu'on peut faire pour limiter nos déplacements en voiture thermique et limiter nos déplacements tout court en voiture, c'est très important pour la conduite de notre planète. Voilà, c'est le métier de Clem depuis 13 ans. Alors on travaille à plus de 90% pour les collectivités territoriales, grandes villes, moyennes villes, mais aussi les villes rurales, où on met en place pour eux des solutions de véhicules électriques partagés, qui sont partagés entre les administrations et le tout public. Ça marche très bien. On est dans 225 villes ou villages. Le deuxième levier, c'est tout ce qui est
logistique, donc industrielle, avec le décret tertiaire, donc tous les bâtiments de plus de 1000 m² qui sont impactés par évidemment ce décret, qui doivent donc d'ici 2030 réduire de 30, 40 puis 50% leurs émissions, et donc la mobilité est importante. Et puis le troisième cas, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mobilité dans l'immobilier. Donc, le premier sujet des gens dans la vie, c'est de se loger. Et puis le deuxième sujet des gens, après, c'est de se déplacer, alors soit pour aller au travail ou aussi pour le plaisir, hein, qui prend une part importante dans notre vie. Notre mobilité collective, donc partagée, n'est pas bien adaptée au trajet domicile-travail. Hein. C'est une mobilité qui est complémentaire des transports en commun et qui va s'attaquer à la voiture occasionnelle, à la deuxième voiture, celle avec laquelle vous allez pouvoir aller chez le médecin ou aller voir une grand-mère ou partir pour une journée faire des courses ou un week-end. C'est le sujet dans l'immobilier. C'est du coup la voiture qui sert peut-être un peu moins et qui du coup coûte cher au regard de sa valeur pour l'habitant d'une résidence. Alors justement, si on zoome sur cette partie mobilité partagée, électromobilité dans le cadre d'un programme résidentiel, comment ça se concrétise sur un projet immobilier neuf, cette offre de services de véhicules électriques partagés? Donc aujourd'hui, le code de l'urbanisme propose aux promoteurs de construire moins de places de parking, puisqu'aujourd'hui le véritable sujet, c'est de limiter l'empreinte carbone liée à la construction et liée au nombre de voitures construites et utilisées, contre la mise en place d'une solution de mobilité écologique. Hein. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement électrique quand on parle d'écologique, partagée. Concrètement, donc on a construit la solution autour de ça, c'est-à-dire sur une base d'un parking qui va avoir 25, 40, 50 places ou 100 places. 2 places sont conservées dès les statuts pour être des places collectives. Sur ces places, pendant 2 années, le promoteur qui a pu construire moins de places de parking aide à l'opération, donc paye l'opération pendant les 2 premières années, ce qui nous permet, nous, de promouvoir une mobilité partagée, que les gens comprennent qu'en fait, ils n'ont pas besoin de la voiture individuelle tout le temps. Deuxièmement, de promouvoir la mobilité électrique, donc ils comprennent qu'avec la voiture électrique, ça marche très bien et ils vont pouvoir faire une grosse partie de leur déplacement. Et puis, de les emmener dans un futur avec des modèles de partage. Et donc, on a déjà indirectement évoqué quelques bénéfices du système, mais est-ce qu'on peut les développer en termes d'impact carbone et puis surtout après en termes de fonctionnement, si on se met à la place du particulier qui habite cette résidence, comment est-ce qu'il loue le véhicule, comment le système fonctionne, quelles sont les objections qui remontent et comment vous, Clem, vous accompagnez les utilisateurs à bien utiliser le service au quotidien? Donc on a pris cet exemple de photo, puisque là on voit bien, il y a 2 voitures électriques, c'est des Zoé, mais ça peut être d'autres types de voitures. Comme on est en sous-sol, on a des problèmes de réseau, donc on fonctionne par un système de boîte à clés que vous voyez sur la droite de l'écran. Et puis ce que vous ne voyez pas, c'est devant la voiture, il y a 2 points de charge qui sont gérés. Donc on gère la recharge et on gère le partage des véhicules. Pour être concret, au niveau du bâtiment, on prend l'énergie en sous-comptage du bâtiment. Non seulement on prend l'énergie en sous-comptage du bâtiment, mais je tiens à préciser qu'on peut la prendre intelligemment, c'est-à-dire que dans le futur aussi, on saura prendre l'énergie au meilleur moment. Donc on le fait déjà. Dans Paris, on a 100 véhicules partagés et nous rechargeons, nous optimisons une recharge décalée la nuit. Donc on sait faire la même chose dans un bâtiment. Nous gérons cette énergie qui vient du syndic, hein, et donc qui peut être repayée au syndic, qui est mis dans les voitures. Pour utiliser les voitures, les usagers vont s'inscrire sur une plateforme, ils s'abonnent une fois pour toujours, et à partir de là, à chaque fois qu'ils veulent réserver la voiture, ils vont faire une réservation. Bien sûr, les réservations, c'est pas comme Autolib. Hein. Quand j'ai pris un rendez-vous pour un ophtalmo, aujourd'hui, il faut attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, du coup, il faut pouvoir faire une réservation jusqu'à dans 3 mois. Et comme ça, je suis sûr d'avoir ma voiture le jour où j'en ai besoin.
Je consomme selon un tarif qui est défini dans le système et à chaque réservation que je fais, en fin de réservation, je paye les petites sommes. Donc en moyenne, les usagers en habitat vont consommer une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois une voiture partagée, vont dépenser un peu moins de 100 euros parce que quand ils montent au-dessus de 100 euros, ben, ils se disent tiens, je pourrais avoir une voiture individuelle dont ils maîtrisent assez peu les coûts, mais ils pensent qu'au-delà de 100 euros c'est cher. Donc les bons usagers sont des usagers qui utilisent de manière occasionnelle autour de 100 euros par mois, donc avec une fréquence et qui prévoient leur déplacement à l'avance. Mais au dernier moment, là il y a 2 voitures. Ben, si vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez aussi vérifier s'il y a de la disponibilité et la prendre à l'instant T. Très bien. Et est-ce que c'est plutôt complémentaire d'une offre de véhicules partagés qu'on peut retrouver sur l'espace public ou alternative justement dans des zones où il n'y a pas une densité ou une collectivité qui a pu promouvoir un service de véhicules électriques partagés sur son territoire? Alors, premièrement, nous prenons le partage dans tous les sens du terme. Donc nous ne voulons pas mettre la voiture électrique face à la voiture thermique. Des fois, c'est mieux une voiture thermique qu'une voiture électrique. Deuxièmement, la voiture individuelle peut être vraiment nécessaire. Donc l'idée, c'est de s'attaquer aux déplacements occasionnels. Donc il ne faut pas non plus dire il n'y a plus de voitures individuelles, on ne fait plus que des voitures partagées. Et troisièmement, il faut décloisonner. Donc l'idée, c'est que des systèmes comme ça puissent être utilisés par les usagers de l'habitat, mais puissent être aussi ouverts à un public un peu plus large de la communauté qui existe autour de l'habitat. Maintenant, c'est possible. Nos amis du parking l'ont démontré, les équivalents YesPark, ZenPark, et donc on fait exactement la même chose nous. Donc on permet aussi à la communauté autour d'entrer dans les véhicules. Donc si c'est autorisé par la CoPro, l'intérêt c'est qu'on va mettre 2 tarifs, un tarif pour ceux qui habitent dans l'immobilier, qui va être plus inclusif, et puis un tarif pour ceux qui sont en dehors et qui vont venir compléter ce système pour le rendre plus vertueux. Merci beaucoup Bruno, on voit du coup une solution extrêmement concrète pour réduire le taux de motorisation dans une résidence et en même temps apporter un service qui propose flexibilité, préservation du pouvoir d'achat, incitation au partage. On a la possibilité de prendre une ou plusieurs questions de la salle avant de passer au module suivant. Est-ce qu'il y a quelques questions? On est dans un format idéal pour les partager, on peut faire passer le micro. Alors, donc 3 choses. Premièrement, en collectivité, nous, on est gestionnaire et donc en collectivité, c'est le politique qui décide le prix. Donc du coup, il peut décider de flécher le prix à une catégorie de personnes, de faire des prix différents, de faire des prix dégressifs ou des prix qui s'augmentent. S'il veut que ça serve que 2 heures, ben, à la 3e heure, il va la mettre très cher. Notre proposition de valeur, c'est de faire le contraire, c'est que la voiture puisse servir dans un maximum de cas. Parce que si on limite les cas, après, on empêche le partage et les gens se disent bah, le partage, ça ne marche pas. Donc plutôt, on fait des prix dégressifs. Par exemple, 5 euros de l'heure, mais au bout de la 5e heure et jusqu'à la fin de la journée, c'est à 0, donc ça va bloquer à 25 euros ou 30 euros ou 50 euros maximum la journée. Ce qui, dans l'esprit des gens, est clair, je ne suis pas bloqué, et si je rentre un peu plus tard, mince, du coup c'est trop cher et je vais me dépêcher. Voilà. Ça me semble très important que ça soit le plus ouvert possible. Et donc, on propose aussi des locations qui vont pouvoir dépasser la journée, voire la 2e journée. Et en ces cas-là, des fois, on fait pendant la semaine, vous pouvez prendre qu'une journée pour que les gens puissent avoir de la disponibilité. Et par contre, le week-end, on va pouvoir proposer 2 jours de suite pour que les gens puissent avoir le week-end. Le dernier point sur la rotation qui est très important, c'est que nous limitons le nombre de réservations successives que vous pouvez prendre. Donc par défaut, nous proposons 3, ce qui vous permet donc de prendre 3 réservations et de laisser de la place aux gens, puisque de toute façon c'est sur 90 jours, donc il y a de la place pour les autres gens. Mais si jamais personne d'autre ne réserve, rien ne vous empêche, du coup, dès que vous avez fait une réservation, de reprendre une autre réservation. Comme ça, ça nous semble assez juste et on ne peut pas dire c'est une voiture qui en fait a été individualisée. Donc une véritable offre de service complémentaire au projet immobilier neuf. Une dernière question sur le sujet mobilité, on pourra aussi en reprendre en fin d'échange.
Très bien, je vous propose d'ouvrir le chapitre suivant qui a trait aux matériaux de construction. On continue de progresser ensemble à travers différentes zones de l'empreinte carbone d'un Français et je suis heureux de vous présenter Zélie du Booster du Réemploi. Zélie, une première question, qu'est-ce qu'un matériau de réemploi ? Oui. Alors, j'ai pas fait de slide pour celle-là parce que je pense que oralement c'est plus simple. C'est moi qui passe. Ok. Un matériau de réemploi, c'est un matériau qui va être issu d'une déconstruction dans le cadre d'une réhabilitation ou d'une démolition-reconstruction. Donc c'est un matériau, un produit, un équipement du bâtiment auquel on va pouvoir donner une seconde vie sans qu'il repasse par un cycle industriel, matière première, comme c'est le cas pour le recyclage, et qu'on va pouvoir remettre en œuvre dans le cadre d'une construction d'un bâtiment neuf. Et ça peut se faire avec un usage identique à celui pour lequel il avait été produit au départ, ou avec un petit détournement d'usage, et là on parle réutilisation. Petite subtilité. Ok, bon bah là on ouvre une intrigue qui s'annonce extrêmement intéressante. On veut du coup mettre des matériaux anciens d'occasion dans un immeuble neuf, on pourrait dire. Quel est l'impact du coup de l'impact carbone, commençons par là, de ce matériau ancien dans l'immeuble neuf? Comment on le calcule? Alors, peut-être pour commencer, on regarde le profil carbone déjà du secteur du bâtiment. Donc, en introduction, ça a été rappelé, le secteur du bâtiment, c'est le 3e secteur émetteur de CO2 en France. Un peu derrière la mobilité, mais c'est quand même pas négligeable. Et puis, si on décortique un petit peu plus le profil des émissions, un bâtiment, il émet du CO2 tout au long de son cycle de vie, mais on voit que la majorité des émissions, elles sont liées à la phase de construction. Donc, elles sont liées aux matériaux qui sont utilisés dans le cadre de la construction de ce bâtiment. Et si on veut donner une idée un peu chiffrée, on estime que 1 mètre carré de bâtiment neuf construit, c'est plus d'1 tonne, 1,3 tonne de CO2 émis sur 50 ans. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur la décarbonation du bâtiment à travers le travail sur les matériaux. Et simplement sur la partie gauche du schéma, l'idée c'est de se dire, quand on regarde le bilan carbone du bâtiment, on va regarder d'abord les émissions directes qui sont liées par exemple aux énergies, on en parlera juste après. Le deuxième scope, c'est plutôt les énergies, c'est les émissions indirectes liées à la production d'énergie, donc plutôt l'électricité. Et puis c'est dans le scope 3, qui sont toutes les émissions indirectes, dans lesquelles on retrouve par exemple les émissions liées au déplacement domicile-travail, dont on vient de parler. Et puis on retrouve aussi ce scope matériaux. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières décennies sur la décarbonation des scopes 1 et 2, en travaillant sur la rénovation énergétique notamment. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à travailler sur la partie matériaux. Et en fait, c'est en plus au cœur de l'actualité parce que notamment dans le cadre des évolutions de la réglementation et de la RE 2020, on a un indice, un indicateur IC Construction qui va venir justement regarder l'impact carbone des matériaux qui sont mis en œuvre. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et si on regarde un petit peu plus en détail le profil carbone des matériaux, du coup, au-delà du bâtiment, si on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que dans la construction d'un bâtiment, les 3 lots principaux, donc les équipements techniques, les équipements de seconde œuvre et le gros œuvre, ils représentent chacun à peu près 1/3 de l'impact carbone d'un bâtiment. Donc, c'est aussi important de travailler sur chacun de ces 3 lots. Et puis, là, ils sont mis au regard. Donc là, on est sur un observatoire qui regarde vraiment le résidentiel. Et si on fait le test sur des bâtiments qui passent les différents seuils de la RE 2020, cette répartition, elle reste à peu près la même. Donc, dans tous les cas, il est important de travailler sur la décarbonation de tous les matériaux. Sur tous les composants de l'immeuble. Effectivement, un bâtiment, c'est 100 à 150 composants. Et là, ton exemple, Zélie, illustre le fait que la trajectoire carbone sur la décennie, c'est vraiment de travailler chacun des composants, chacun des postes et de ne pas optimiser qu'un seul lot, la structure, les revêtements intérieurs. Je comprends un peu mieux la signature carbone d'un bâtiment. Et du coup, la méthodologie carbone sur le matériau de réemploi ? Alors, c'est une grande question, puisqu'effectivement, quand on parle comptabilisation carbone, on parle d'abord méthodologie.
Aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie harmonisée officielle sur la comptabilisation de l'impact carbone du réemploi. Il y a la méthodologie utilisée dans le cadre de l'analyse de cycle de vie de la RE 2020, et celle-là, elle dit que l'impact carbone des matériaux de réemploi, c'est 0, c'est nul. Donc c'est extrêmement incitatif, mais ça ne nous permet pas d'avoir vraiment des ordres de grandeur en termes d'impact évité. Nous, du côté du booster du réemploi, on a développé une méthodologie simplifiée qui consiste simplement à prendre l'impact carbone d'un matériau issu de sa FDES, et puis on va lui retirer l'impact qui est lié à la phase de production et celui qui est lié à la phase de la fin de vie. Et sur cette base-là, on est venu tester cette méthodologie sur une dizaine de projets, à la fois en tertiaire et en logement, qu'on a été amené à accompagner au sein du booster du réemploi. Des projets qui ont mis en œuvre les matériaux les plus communément utilisés en réemploi. Donc sur du tertiaire, on va être par exemple sur des revêtements de sol, du faux plancher ou de la moquette, du cloisonnement, du mobilier, de la peinture. Et puis sur du résidentiel, on va travailler aussi sur du mobilier, des menuiseries intérieures, des éléments sanitaires. Et en faisant cette modélisation, on se rend compte que sur un projet fictif moyen, on va dire, mix tertiaire logement, on peut atteindre jusqu'à 50 kg CO2 équivalent par mètre carré évité. Et si on rehausse un petit peu ces ambitions et qu'on vient travailler par exemple sur des matériaux de façade, type de la pierre agrafée, on peut atteindre jusqu'à 100 kg équivalent CO2 évité par mètre carré. Donc on est déjà sur un gain qui est quasiment de 10% par rapport aux 1,3 tonnes de CO2 émises par mètre carré construit. Très bien, donc on se rend compte qu'effectivement, à travers ta démonstration, le matériau de réemploi, on fait l'hypothèse qu'il a un poids carbone très faible et que ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui en termes de mise en œuvre de matériaux de réemploi, c'est pas neutre dans la décarbonation de l'immobilier, ça impacte, et dans chaque petit gain qu'on doit faire sur la décennie, l'échelle de gagner 50 à 100 kg de CO2 par mètre carré est significatif. Mais du coup, on a parlé de matériaux de réemploi, on comprend un peu leur impact carbone. Qu'est-ce qu'on imagine, ou quels sont les matériaux de réemploi sur lesquels on peut se projeter? Alors, j'en ai cité quelques-uns, du coup, en parlant des projets fictifs. Ici, deux exemples qui sont après, du coup. Deux exemples de projets portés par Kaufmann et notamment qu'on a été accompagné par le booster du réemploi. Amené à suivre au booster du réemploi. Un premier projet, un projet tertiaire. Donc immeuble Greenhawk, un immeuble tertiaire construit à Arcueil, qui a été vraiment la première grosse expérimentation d'aller chercher des matériaux de réemploi sur un projet pour Kaufmann, donc sur lequel il y a eu ce premier test de dalle de faux plancher qui a été le premier matériau sur lequel beaucoup de promoteurs investisseurs ont travaillé, 2700 m², donc environ 500 tonnes de CO2 évité. C'est un projet intéressant parce que c'est un exemple de réemploi impactant, et puis c'est un immeuble aussi de durabilité. C'est un immeuble qui vit, qui a été livré en 2021, donc voilà, ça montre que c'est quelque chose qui c'est effectivement une opération livrée, et ce qui est intéressant, c'est qu'en face il y a un client qui a validé, accepté l'achat d'un immeuble neuf avec des composants anciens. Il valorisait la démarche, l'ambition, et puis également il y avait une démonstration, une vérification de la qualité du produit fini par ces composants. On aura l'occasion d'y revenir. Un deuxième exemple ici en résidentiel, du coup une résidence étudiante à Gagny. Ici, c'est un exemple de réemploi en logement sur lequel Kaufmann est venu intégrer des matériaux de réemploi dans des parties privatives. Donc ici, dans les lots plomberie, notamment au sein des chambres de la résidence étudiante. Donc ça, c'est un exemple très intéressant en termes de perception du réemploi. Ça montre qu'il est possible d'intégrer des matériaux auxquels on donne une seconde vie, donc d'occasion, dans des parties privatives de logement, et qu'il n'y a pas de perte de valeur pour les occupants. Au contraire, ça permet aussi de participer à la démarche durable du fonctionnement de cette résidence. Souvent, on a du mal à imaginer des matériaux anciens qui ne sont pas issus du neuf dans un logement
neuf. Ça c'est le contre-exemple. On est bien sur un projet de logement. Il y a une partie importante des logements neufs qui sont produits à destination locative. Ce projet démontre qu'effectivement ça n'a pas du tout posé problème à l'investisseur, aux gestionnaires, encore moins aux étudiants, puisque le produit fini obéit exactement aux qualités et prescriptions du neuf. Et puis, pour bien connaître le projet, ça apportait même une patte, une identité à ce bâtiment neuf qui, en ses gènes, portait aussi une ambition de sobriété, de frugalité. Et pour le sujet étudiant, c'était quelque chose qui pouvait aussi les intéresser. Est-ce que sur les photos, vous pouvez juste préciser quels sont les matériaux sur ces photos-là qui sont issus du réemploi ? Oui, alors les réemplois qui ont été mis en œuvre en logement, ça pouvait être des équipements sanitaires, des équipements de plomberie, lavabo, éviers, par exemple, et qui ont l'air neufs, qui ressemblent au neuf. Mais d'ailleurs, quand on emménage dans une location, notre premier réflexe, c'est pas de changer le lavabo, de changer les sanitaires. Et le process du réemploi redonne les qualités neuves à ces matériaux qui sont évidemment vérifiés. Et du coup, ça donne une patine, une histoire, un concept aussi au lieu. On peut prolonger aussi la curiosité autour de ces matériaux anciens mis dans de l'immobilier neuf. Quelle est la perception des clients, des parties prenantes du projet immobilier sur le fait d'avoir des matériaux anciens, c'est un peu le sens aussi de votre question, dans un immeuble neuf? Alors effectivement, c'est celle que j'ai passée tout à l'heure. Un des grands défis du réemploi aujourd'hui, surtout quand on parle de réemploi dans le cadre de projets résidentiels neufs, c'est vraiment le sujet de l'acceptabilité et de la perception par les futurs acquéreurs, enfin locataires et notamment acquéreurs quand on parle d'achat en neuf. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plutôt un taux d'adhésion qui est assez fort, et ça on s'en rend compte quand on va poser la question aux personnes concernées. Ça, c'est les résultats d'une étude qui a été menée pour Kaufmann & Broad en 2021 sur des futurs acquéreurs, environ 600 futurs acquéreurs. Je ne dis pas de bêtises parce que c'est pas mon étude. 627 exactement. Mais nous aussi, côté Booster du réemploi, on a fait un sondage auprès d'un échantillon d'environ 250 personnes, grand public, en leur posant la question, est-ce que vous accepteriez que du réemploi soit mis en œuvre dans sur votre lieu de travail et dans votre lieu de vie si vous êtes amené à acheter un appartement neuf? Est-ce que vous accepteriez qu'il y ait des éléments de réemploi qui soient mis en œuvre, et si oui, lesquels? Un travail aussi un peu fin sur les différents lots. Voilà, donc il y a un certain nombre d'études comme ça qui ont permis de montrer que dans l'ensemble, il y a plus de la moitié, voire plus des 3/4 des personnes interrogées qui sont favorables à une démarche de réemploi. Après, on a effectivement un taux d'adhésion qui est renforcé. Quand on parle plutôt du réemploi dans des parties communes, c'est toujours un petit peu plus délicat de rentrer en partie privative, mais c'est pas impossible, on l'a vu. C'est effectivement ce qu'on détectait dans cette enquête, adhésion très forte, en particulier sur ce qui est extérieur, gros œuvres, puis commun, et un peu moins en partie privative, même si l'exemple de la résidence étudiante démontre qu'un peu moins d'adhésion ne veut pas dire que c'est impossible, au contraire. Voilà, complètement. Effectivement, il y a une adhésion qui varie, un taux d'adhésion qui varie aussi en fonction du type d'éléments concernés. On va plus facilement accepter du réemploi sur des éléments extérieurs ou de gros œuvres que sur des éléments qui ont un aspect esthétique auquel on va accorder beaucoup d'importance. Par exemple, de la moquette, c'est ce qui a pu ressortir. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que ça a un impact carbone. C'est possible, et en plus les gens sont plutôt d'accord. Donc a priori, pourquoi s'en priver? Sont au vert là-dessus. Et voilà, au-delà du sujet de l'acceptabilité, bien évidemment, il y a d'autres défis de la filière qui restent encore à relever. Alors justement, c'est quoi les défis de la filière? On peut se dire, est-ce que le terrain sur les enjeux assurantiels, contractuels est balisé? Est-ce que les filières locales qui gèrent un peu ces flux de matériaux existent, émergent, peut-être plus facilement ou difficilement sur certains composants? Ouais. Effectivement, je disais tout à l'heure, là, les chiffres que je vous ai donnés sur les 50 kg CO2, 100 kg CO2, c'était vraiment en travaillant essentiellement sur des éléments de seconde œuvre, donc c'est encore sans toucher trop aux équipements techniques, aux gros œuvres. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est des lots sur lesquels il y a une complexité qui est d'autant plus importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand même sur les sujets assurantiels et contractuels, il y a un vrai engagement des acteurs du contrôle technique, et aussi ça commence de l'assurance là-dessus. En tout cas, nous, on travaille activement avec eux dans nos groupes de travail au Booster du réemploi. Donc c'est des sujets qui sont en train d'être traités et en train d'être levés, et en tout cas, c'est
c'est pas des freins définitifs, clairement pas. Sur le sujet des filières, il y a aussi des signaux très positifs et on en a croisé certains tout au long du salon. Il y a des grands acteurs de la construction qui s'engagent et qui créent des plateformes de réemploi. Il y a des acteurs publics aussi qui lancent des appels à manifestation d'intérêt et qui veulent mettre les moyens pour créer des plateformes. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que dans le cadre du déploiement de la nouvelle REP, donc responsabilité des producteurs, bâtiments, ça permet aussi de pousser et de soutenir le développement des filières. Ça, c'est la reprise par les producteurs de composants, l'émergence d'une filière qui vise à récupérer ces matériaux pour favoriser l'économie circulaire, un peu comme ce qu'on peut connaître sur les ampoules ou les piles en son temps. Ça s'est mis en place également sur certaines filières bâtiments. Sur tous les produits et matériaux de construction, complètement. Excellent, merci pour ce tour d'horizon. Il y a peut-être sans doute des questions dans la salle. Profitez-en, on a une expertise sur la mise en œuvre de matériaux anciens dans un bâtiment neuf. Oui, bonjour, merci pour la présentation qui était vraiment superbe. Ouais, nous on n'a pas le petit casque, alors oui, d'accord. n'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais l'enlever, ce sera plus simple. Merci pour la présentation, c'était superbe. Et deux questions. C'est dans l'exemple qui était présenté, on était à 510 tonnes. Ouais. Du coup, la surface c'était 2700 mètres carrés. Ouais. Ça fait à peu près 190 kg de CO2 évité par mètre carré. C'est ça, donc c'est un peu supérieur à l'ordre de grandeur que vous avez donné tout à l'heure. Ça c'est le sujet de la méthodologie. Mais effectivement, il y a un ordre de grandeur d'une centaine de kilos gagnés au mètre carré. Quand vous faites l'exemple sur le projet qui a été donné, où la mise en œuvre d'un matériau de réemploi a été généralisée à tout un composant, ça dépasse un petit peu cette médiane ou cet objectif. Mais c'est ça la logique. Un composant qui est connu comme étant très impactant et aussi pour ça qu'il a été développé. C'est une grande question. Je vais avoir du mal à vous donner une réponse. La question, si tout le monde ne l'a pas entendu, c'est le sujet du coût, du prix des matériaux de réemploi. Est-ce qu'ils sont moins chers, plus chers? Est-ce que c'est écologique et économique? Alors, c'est écologique. Économique, c'est en train de le devenir. En tout cas, c'est ce qu'on l'espère. Aujourd'hui, le coût du réemploi, il est très fortement lié au sujet de la structuration des filières. Parce que quand on est sur du cas par cas, c'est encore difficile d'avoir un prix des matériaux qui reste stable. Donc ça va dépendre aussi des opportunités. Sur les filières monomatériaux qui commencent à se développer, à se structurer avec un processus de requalification et la capacité de mettre en vente sur des grosses quantités, on commence à avoir des prix qui sont proches du ISO-coût avec le neuf. Clairement, si on veut s'engager dans le réemploi pour faire des économies, aujourd'hui, c'est encore pas la meilleure incitation. Pour autant, quand on travaille sur un projet sur lequel on va chercher à mettre en œuvre du réemploi, on peut vraiment venir trouver un équilibre en travaillant sur des matériaux plus simples sur lesquels il y a des gros gisements disponibles. C'est le cas par exemple des sanitaires sur lesquels on peut quand même assez facilement venir trouver des gisements à des ISO-coûts. Et puis on peut aller compenser ça avec des matériaux peut-être un peu plus techniques sur lesquels oui, aujourd'hui ça va encore coûter un peu plus cher parce que le réemploi c'est aussi beaucoup de main d'œuvre. Si on regarde le nombre de TP nécessaires pour traiter 10 000 kilos de déchets en décharge ou en réemploi, on est sur une mesure de 1 à 600 ou 800, c'est énorme. Et puis ça demande aussi encore de l'expertise, de la recherche et du développement, et puis du temps passé tout simplement à chercher les gisements et à se faire accompagner. Donc voilà, mais c'est en bonne voie. Merci. Une deuxième et dernière question avant le sujet suivant. On continue, on est curieux d'ouvrir le sujet énergie. Merci.
Le sujet énergie, c'est le troisième univers qu'on souhaitait investiguer. On le retrouve à nouveau dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français telle qu'elle est dressée sur la synthèse que vous avez à l'écran, les usages en matière d'électricité ou d'énergie pour se chauffer. L'énergie, c'est ce qui fait que l'immobilier il est viable, il est confortable et agréable à vivre, sinon la douche est froide le matin. J'ai plaisir à donner la parole à Charles-Antoine Raclé. Vous travaillez pour l'énergéticien E.ON, on ne le connaît pas forcément en France. Vous êtes un groupe qui est basé en Allemagne et impliqué sur les pays scandinaves, si je ne me trompe pas. Mais je vous pose d'abord une première question en tant qu'expert. Quelles sont les technologies, les vecteurs énergétiques qui sont ceux de l'immobilier bas carbone ? Eh bien, pour décarboner les consommations énergétiques du bâtiment, puisque là on n'est plus sur la construction du bâtiment, mais bien sur sa vie et donc ses consommations énergétiques pour chauffer et refroidir le bâtiment. On peut évidemment regarder la production, mais une des étapes qu'il ne faut surtout pas sauter dans tous les projets, c'est de travailler les consommations du bâtiment. Donc quand on est sur un bâtiment existant, ça veut dire regarder l'enveloppe, regarder l'isolation, s'assurer que le bâtiment est le plus économe possible. Sur un bâtiment neuf, on a la RE 2020 qui fixe quand même des standards assez élevés d'enveloppe. Donc on a un peu la garantie d'avoir un bâtiment assez sobre. Mais l'idée là, ça va plus être de regarder l'usage du bâtiment, l'usage futur du bâtiment. Et notamment l'évolution des besoins de froid qui deviennent de plus en plus importants. Et donc en anticipant ces sujets, on peut avoir un bâtiment qui va être beaucoup plus compatible avec les ressources d'énergie renouvelables. Donc c'est d'abord consommer le moins possible. Effectivement, Exactement. les générations de bâtiments neufs qu'on produit consomment beaucoup moins d'énergie, au point que le premier poste de consommation d'énergie, c'est plus le chauffage, mais c'est la production d'eau chaude sanitaire. Et du coup, les vecteurs énergétiques qui sont ceux de cette nouvelle génération immobilière. Pour répondre à cette consommation qu'on ne pourra pas ramener à zéro, c'est là où il faut ensuite prioriser les énergies les plus bas carbone possibles. Donc là, sur le graphique, vous avez le contenu CO2 de chacune des énergies. On comprend du coup bien la nécessité de sortir des énergies fossiles qui sont les plus carbonées, la nécessité de sortir du vecteur électrique dans sa version la moins performante qui soit, c'est-à-dire l'effet Joule, c'est les radiateurs électriques, les grille-pains, puisque ça reste assez carboné, même si en France on a une électricité assez bas carbone, c'est pas les solutions les plus performantes. Et à l'inverse, il faut aller, donc si on regarde sur le bas du graphique, sur les énergies les moins carbonées, c'est tout ce qui va être énergie de récupération, l'énergie fatale, une chaleur qui est déjà existante et qu'on n'a pas besoin de produire. Le solaire thermique, qui a un contenu CO2 évidemment très faible, puisqu'il y a besoin de très peu d'auxiliaires. Et ensuite, on va arriver sur toutes les solutions avec des pompes à chaleur. Donc on est sur du vecteur électrique, mais avec des pompes à chaleur OO, qui sont celles qui permettent d'avoir les meilleures performances, donc qui vont puiser les calories. Alors ça peut être de la géothermie, ça peut être tous les types de géothermie, donc géothermie du sous-sol, d'un fleuve, de la mer, prélevée dans les eaux usées, les eaux grises. Et donc toutes ces technologies permettent d'avoir des contenus carbone très faibles dans l'énergie qu'on produit. Et puis évidemment, il y a aussi la biomasse qui permettent de répondre aux besoins de chaleur. Merci, on comprend qu'on tourne le dos aux énergies fossiles qui n'existent presque plus ou plus en immobilier neuf. On a parlé pompe à chaleur, on a parlé géothermie, on est dans l'univers de la thermodynamique. À quoi ça ressemble un système énergétique pour un quartier bas carbone fondé sur la thermodynamique ? Un exemple, c'est un système qui a été développé par le groupe E.ON, donc effectivement assez présent dans les pays scandinaves. Et donc là, c'est un projet en Suède, à côté de Malmö, donc le quartier de Medicon Village, où le groupe a développé une solution. Alors c'est la même base, pour ceux qui connaissent, qu'une boucle de tempérée géothermique, mais sur laquelle il y a eu pas mal d'optimisation et de modules complémentaires qui ont été greffés. Et donc tout ça, il y a eu une quarantaine de brevets qui ont été déposés sur ce système. C'est en train d'être déployé dans différents pays d'Europe et notamment, si on revient en France, le premier Ectogrid qui va être réalisé, c'est sur le quartier des Magasins Généraux à Reims. Donc c'est un projet d'aménagement qui est porté par Aménagement et Territoire, donc filiale de Kaufmann Broad. C'est un projet de 75 000 m² environ de construction, avec une petite moitié, c'est le nouveau campus de Neoma Business School qui va s'installer ici, et le reste des logements donc construits par Kaufmann, une résidence étudiante, quelques bureaux et quelques commerces. Donc un quartier mixte qui est assez propice à ce type d'installation. Sur le schéma, si on détaille un petit peu les éléments, donc on a sur la droite les différents bâtiments du quartier qui vont chacun avoir dans leur sous-sol une pompe à chaleur.
pompe à chaleur qui sera raccordée sur la boucle Ectogrid, et c'est cette pompe à chaleur qui va prélever donc dans la boucle toutes les calories nécessaires au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire des bâtiments. Sur les logements, je vous parlais des petits modules qu'on a rajoutés, c'est des panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur les bâtiments et qui vont alimenter en partie la pompe à chaleur, donc 100% en autoconsommation. Il n'y a pas de réinjection sur le réseau, ça se transforme vraiment intégralement en chaleur et en froid pour les logements. Quand on a des besoins de climatisation, en fait, on va utiliser le même équipement, mais qu'on va retourner. Au lieu de prendre des calories dans le réseau qu'on injecte dans le bâtiment, on va prendre des calories dans le bâtiment qu'on va évacuer au travers du réseau Ectogrid. Et donc, ça permet de répondre comme ça à tous les besoins des bâtiments. Donc, chacune des sous-stations va prélever ou injecter des calories dans cette boucle. Et on a du coup, à l'opposé des équipements qui vont nous permettre de maintenir la température de la boucle dans une fourchette acceptable. Le premier, donc ce que vous voyez en bas à gauche sur l'image, c'est un équipement totalement passif, c'est un ballon de stockage de 150 mètres cubes, donc c'est une tour de 15 mètres de haut, même un petit peu plus. Qu'ici on a, c'est le projet de Suède où l'éclairage correspond à la température de l'eau dans le ballon. Et l'idée c'est que quand on va climatiser en journée, toutes les calories récupérées vont être stockées dans le ballon et réutilisées la nuit. On va profiter des heures creuses électriques pour produire de l'eau chaude sanitaire pour les logements. Donc ça c'est l'équilibrage passif, et ensuite comme on n'a malheureusement pas tout le temps un équilibre parfait entre tous les bâtiments, on a une géothermie qui vient compléter tout ce système, et ça pourrait être d'autres systèmes qui permettent donc de fournir le complément de calories en hiver ou les frigories nécessaires en été. Et donc en synthèse, Charles-Antoine, si j'ai bien compris, quand je suis en Suède dans un quartier équipé d'Ectogrid ou bientôt à Reims dans le quartier des magasins généraux, si j'ai de l'eau chaude dans la douche le matin, c'est grâce à des calories qui viennent soit du bâtiment voisin qui lui a besoin de froid, soit du sol ou de la nappe. C'est ça, du bâtiment voisin, de la salle serveur, du sol ou toutes les récupérations qu'on peut avoir. Merci. Et du coup, quel est l'impact carbone de ce système par rapport aux solutions qu'on a qualifiées en fin de vie ou même d'ancienne génération pour ce qui est de l'immobilier neuf? Là, sur ce projet, c'est 750 tonnes de CO2 qui sont évitées par an par rapport aux solutions traditionnelles, donc ce qu'on a installé pendant des décennies, donc chaudière gaz et groupe froid. Ça veut dire qu'on divise quasiment par 10 les émissions de CO2 par rapport à ces... 750 tonnes, c'est dur à situer, mais c'est une division par 10. Okay. Quasiment moins 90%. Donc effectivement, c'est une réduction très significative des émissions de CO2 par rapport à toutes ces technologies, anciennes technologies. Ok, on comprend l'impact sur l'axe carbone. Est-ce qu'il y a d'autres vertus aussi à ce système à l'échelle d'un quartier? D'ailleurs, à l'écran, vous avez le quartier du projet des magasins généraux qui est développé par Aménagement et Territoire sur une ancienne friche industrielle qui a aussi d'autres vertus. Réduction de l'imperméabilisation des sols, processus de déconstruction sélective, mixité à l'échelle du projet urbain. Mais si on revient à notre sujet, système énergétique, est-ce qu'il y a d'autres vertus que l'impact carbone divisé par 10? Je disais en tout début d'intervention la première chose à faire, c'est de réfléchir à l'usage du bâtiment et notamment aux besoins de froid, puisque dans l'avenir, assez rapidement, le froid, ça ne va plus être du confort, ça ne va plus être du luxe, mais vraiment une nécessité. Et pour tirer parti au maximum des atouts que proposent ces systèmes énergie renouvelable et notamment la géothermie, il y a eu un travail qui a été fait avec Aménagement et Territoire pour profiter du géocooling. Le géocooling, c'est profiter de la fraîcheur naturelle du sol, puisque le sol est à peu près à 15 degrés toute l'année. Et donc on peut récupérer cette fraîcheur et la diffuser dans les bâtiments avec une très grande efficacité. On est sur du plus de 98% énergie renouvelable. Et donc là, le choix a été fait de rafraîchir l'intégralité des logements, ce qui est un gain de confort évidemment immédiat dès la première année, mais c'est aussi ce qui va permettre d'éviter que d'ici quelques années, chacun des occupants vienne installer une climatisation individuelle sur son balcon, ce qui est à la fois très peu performant en termes environnementaux, mais aussi assez inesthétique. Donc ça permet, cette énergie renouvelable, la plupart des énergies renouvelables qui sont valorisées par pompe à chaleur au haut permettent de faire du froid également en été et donc de proposer ce rafraîchissement en plus, tout en évitant de contribuer à l'effet d'îlot de chaleur urbain qu'on réduit assez fortement avec ces solutions. On n'a pas parlé aussi du sujet coût. Combien coûte le système pour sa mise en place, son ingénierie,
Et à la fin, en termes de facture énergétique pour les habitants du futur quartier des magasins généraux, quel est l'impact ? Alors sur le coup, le gros avantage l'intérêt de ces systèmes, c'est de faire des baisses de consommation énergétique et donc qu'à l'usage, ça coûte moins cher qu'une solution traditionnelle. Donc dans la durée, on va faire des économies d'énergie. En revanche, vous le savez aussi certainement, ça coûte plus cher à mettre en œuvre. Et donc nous, toutes les solutions énergétiques qu'on propose, on apporte également le financement de la solution énergétique. Donc c'est nous qui investissons dans la solution. Et on va facturer les abonnés au maximum au prix d'une solution traditionnelle. Comme ça, c'est vraiment les économies d'énergie dans la durée qui vont permettre de financer l'installation initiale. On va mobiliser les subventions de l'ADEME qui nous accompagne sur quasiment tous nos projets. Et éventuellement un complément du promoteur ou de l'aménageur s'il y a volonté de baisser encore la facture. Ok, donc on peut dire qu'il n'y a pas de frein économique majeur à la mise en œuvre de ces solutions qui permettent par le montage de trouver une forme d'équilibre avec un financement par les économies d'énergie, ce qui renforce la qualité durable de cette nouvelle génération de solutions pour les systèmes énergétiques de quartier. Merci beaucoup Charles-Antoine. Il y a peut-être des questions sur cette partie énergie et décarbonation des quartiers, des projets immobiliers neufs. Il y a une main levée au fond de la salle. Il faut essayer à la fois de parler dans le micro et de porter un petit peu la voix pour que ce soit audible de la scène. Bonjour. Merci beaucoup pour ces explications. C'est très clair. Je me demandais, compte tenu de votre expérience, comment vous feriez et peut-être comment vous faites déjà pour remettre l'utilisateur justement au cœur du dispositif. Parce que d'avoir des bâtiments peu énergivores, on l'attend tous. Mais quand vous avez effectivement des utilisateurs qui continuent à se comporter pas toujours de façon responsable, est-ce que vous avez un dispositif d'incitation ? Comment est-ce que vous voyez d'ores et déjà les choses pour maintenant et pour demain, de façon à les embarquer vraiment dans la transition énergétique ? On peut peut-être mentionner l'effet rebond parfois qu'on peut craindre quand l'énergie est devenue moins carbonée et plus abordable. Est-ce qu'on la consomme plus ? Est-ce que indirectement les économies et la logique de sobriété est compatible aussi ? Ouais, effectivement, il y a ce risque. Sur le projet, en l'occurrence des magasins généraux, il y a une appli utilisateur qui va être développée, qui permet à chacun de se connecter à son compte et de consulter, alors à minima les consommations énergétiques de son bâtiment. Pour des contraintes de données personnelles au niveau du logement, c'est plus compliqué à faire. Mais en tout cas, il aura accès, vu qu'il aura un compteur individuel, il aura accès à sa consommation. Et tout ce qui se mesure s'améliore en règle générale. Donc il y a quand même un effet vertueux là-dessus. Et c'est vrai que le risque de l'utilisateur qui surconsomme parce que justement c'est de l'ENR, c'est assez difficile à contrer. On a aussi des actions de sensibilisation, donc des campagnes d'affichage. On a prévu un concours entre les bâtiments à celui qui consommerait le moins pour les premières années après la mise en service. Mais après, chacun est libre de mettre le thermostat de son logement au niveau qu'il souhaite. On ne peut que les encourager à ou de ne plus se doucher pour gagner le concours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a quelques résidences étudiantes, donc j'avais une image à l'esprit. Peut-être d'autres questions sur le sujet système énergétique, E.ON, Ectogrid, le concept breveté dans les pays scandinaves. Oui, on vous apporte le micro. Merci pour toute cette présentation. Moi, je me posais la question sur le système. Est-ce qu'il peut être mis en place de manière aussi simple sur du neuf comme sur de la réhabilitation ou de la rénovation ? Est-ce que le système est autant pour du neuf que pour des projets en réhabilitation ou rénovation ? Alors, c'est effectivement possible de mettre en place ce type de système pour des réhabilitations. Ce sera d'autant plus facile qu'il y aura des émetteurs basse température. Donc un bâtiment en plancher chauffant, c'est idéal. Ça peut très facilement se basculer sur un réseau de ce type-là. Quand il y a des radiateurs, on va avoir une performance un peu moins bonne, mais techniquement, ça fonctionne encore. Donc oui, c'est possible sur du neuf comme sur de la rénovation. On peut prendre une dernière question du public sur le sujet système énergétique bas carbone.
mais aussi bien sur les autres sujets. Ah, très bien. Bruno. C'était passionnant. Donc, je voulais savoir, dans l'effacement présenté, quelle était la part du PV dedans? On est sur 17% d'autoproduction, donc on va produire, pour les bâtiments qui sont équipés en panneaux photovoltaïques, on a 17% de la consommation électrique du bâtiment qui vient des panneaux. Une question dans la salle aussi. On vous apporte le micro. Pardon. Est-ce que vous intégrez aussi la mobilité avec du V2G ou des choses comme ça à l'intérieur Ça permet de faire la synthèse entre les sujets, donc question interaction entre les véhicules. En ensemble et... Alors nous, c'est une brique qui a été étudiée au niveau du groupe sur le projet de Reims. En l'occurrence, ça ne va pas être le cas. Je crois qu'il y a aussi pas mal de difficultés, mais vous pourrez peut-être répondre. On peut expliquer simplement V2G, Vehicle to Grid, échange d'énergie entre ce qui peut être stocké dans un véhicule électrique par exemple et le réseau énergétique d'un quartier. Bruno. Oui, 2 mots sur le V2G et le V1G. Donc le V2G, c'est encore un peu compliqué parce que les constructeurs ne l'autorisent pas, les constructeurs automobiles. Donc du coup, on n'en voit pas beaucoup dans les projets, mais il y en aura dans le futur. Il y a déjà le V1G qui permet aussi d'optimiser les panneaux photovoltaïques en captant l'énergie quand c'est le bon moment et puis en ne la captant pas quand c'est pas le bon moment. Et on peut rajouter des batteries stationnaires qui remplacent le V2G et il n'y a pas besoin d'une grosse batterie stationnaire. Du coup, avec une petite batterie stationnaire, on va pouvoir optimiser l'ensemble. Moi, j'avais une toute petite dernière question. C'est quoi la taille minimum d'un projet pour mettre une boucle comme la vôtre ? Alors, ça peut se faire à l'échelle d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments et on a l'habitude de dire qu'à partir de 20 000 m² de construction, à condition que ce soit relativement dense, c'est tout à fait favorable pour ce type de projet. Après, il faut aussi qu'on ait une ressource d'énergie renouvelable à proximité. Donc si malheureusement il n'y a pas de nappe utilisable pour la géothermie ou que pour les sondes c'est compliqué à mettre en œuvre, ça va faire remonter un petit peu le seuil. Mais dès 20 000 m², on peut tout à fait regarder. On a encore un tout petit peu de temps pour prendre une dernière question dans l'auditoire, s'il y en a une. Moi, puisqu'il reste une seconde, je veux dire, sur revenir sur le V2G, V1G, panneaux photovoltaïques, donc ces choses-là, est-ce que c'est du gadget, est-ce que c'est pas du gadget ? Donc on vient de faire une expérimentation sur les toits de l'école polytechnique où on a mis donc des panneaux photovoltaïques, on a mis des véhicules électriques avec des bornes V2G, donc véhicule to grid, on peut stocker dans la voiture et on remet. Et on remplit les exigences de réduction de 40% des émissions du bâtiment avec ces solutions. Et c'est des solutions qui s'amortissent sur une durée tout à fait acceptable, puisqu'on est sur 8 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques durent 25 ans, et même au-delà de 25 ans, ils vont conserver encore 80% de leur potentiel. Donc on est vraiment sur des choses qui, à l'échelle du bâti, font tout à fait sens sur la durée de vie de ces solutions. Voilà. Il y avait la dernière question dans la salle, et puis évidemment on a du temps pour prolonger les échanges ensuite sur le stand Kaufmann par exemple. Ouais, moi je voulais juste demander sur l'impact carbone, si du coup c'est le carbone opérationnel ou si c'est aussi au niveau du carbone embarqué, si vous étudiez ces aspects-là, du coup au niveau des 90% de réduction. Alors les 90%, c'est vraiment sur la phase d'exploitation du projet. Le calcul carbone sera fait pour la phase de construction, mais ce n'est pas là-dessus où on a les 90%. Très bien, merci à tous. On pourra prolonger les échanges sur le stand Kaufmann. Je voulais simplement conclure l'échange en vous partageant 2 sujets qui m'étaient venus là pendant notre échange. On avait situé l'empreinte carbone d'un Français moyen à peu près 10 tonnes. En vous écoutant, Zélie, j'ai compris que tu indiquais que le poids carbone d'un mètre carré d'immobilier, c'était à peu près 1 tonne 5. J'ai fait un petit ratio dans la tête, mais je me disais qu'en tant que professionnel de l'immobilier, au regard de la production que réalise l'entreprise à laquelle j'appartiens, j'avais dans ma vie professionnelle un impact potentiel qui était à peu près 100 fois supérieur à celui que j'avais dans ma vie perso pour réduire les émissions de CO2. Donc ça, je vous le partage. Je pense que
tous les acteurs qui sont impliqués dans le sujet de la fabrique de la ville peuvent se dire que, en tout cas, ils ont un métier sur lequel ils peuvent aussi trouver, susciter, partager une ambition d'impact, et les collectifs que nous formons au gré des projets, au gré des ambitions portées, nous amènent, je pense que ça peut aussi être un levier de motivation important pour les générations qui rejoignent nos filières, nos projets, nos ambitions de fabriquer la ville. Et puis, le mot de la conclusion, c'est que je pense qu'on a, à travers ces solutions concrètes, on a dû en choisir 3, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est ce qui rend aussi nos métiers passionnants. Ces solutions sont concrètes parce qu'elles font rimer impact carbone avec réalité économique, réalité d'usage, et c'est ça qui les rend opérationnelles et donc à la fin efficientes. On a dit à plusieurs reprises le terme de solution économique et écologique pour qu'elles soient concrètes et opérationnelles. Je pense qu'on a vraiment investigué la notion d'écologie de l'immobilier. L'écologie, si on fait un peu d'étymologie, c'est la relation entre une espèce et son habitat. Mais en tout cas, moi, avec vos expériences, vos témoignages, je me dis qu'en tant que représentant de l'espèce Homo sapiens de 2023, je vais avoir une relation à mon habitat un petit peu renouvelée. Je m'imagine rentrer dans ces projets avec une résidence dans laquelle je trouve des solutions de mobilité, notamment partagées avec d'autres résidents, dans laquelle je peux trouver une identité à travers une façade en briques réemployée, par exemple, dans ce bâtiment, trace de l'histoire du site ou du lieu, et puis me dire que l'énergie de ma douche le matin vient du sol, vient des bâtiments voisins. Je pense qu'en termes de relation à notre habitat, on ouvre une fenêtre extrêmement passionnante, et donc on est ensemble acteurs de la ville, mobilisés pour la concrétiser. Merci beaucoup pour votre participation, et puis à très vite pour prolonger cet échange sur le Centre Kaufmann.